Au Burundi, des actes d'atrocité auraient été perpétrés dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre les civils, selon la commission d'enquête de l'ONU qui exhorte la CPI à enquêter de toute urgence. Le président guinéen Alpha Condé s'est prononcé sur la décision de la Cour suprême du Kenya d'annuler la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Selon lui, il s'agit d'une décision qui honore l'Afrique. Au Kenya, le leader de l'opposition Raila Odinga a mené une manifestation à Nairobi après l'annulation du résultat de l'élection par la Cour suprême du pays. On en parle également dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le Burundi est toujours dans le collimateur des Nations Unies. Des enquêteurs de l'ONU exhortent la Cour pénale internationale à enquêter de toute urgence sur des crimes contre l'humanité dans ce pays. Des actes d'atrocité auraient été perpétrés dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre les civils, selon le président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. Plus de détails à travers ces images. Le Burundi dans le collimateur des Nations Unies. Des enquêteurs de l'ONU exhortent la Cour pénale internationale à enquêter de toute urgence sur des crimes contre l'humanité perpétrés au Burundi. Des actes d'atrocité qui, selon le président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, auraient été commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre les civils. Concernant maintenant la question des crimes de droit international, la Commission, au terme de ces enquêtes, a estimé qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que la plupart de ces violations graves des droits de l'homme constituaient des crimes contre l'humanité. Le Burundi a notifié sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale le 27 octobre 2016. Un retrait qui sera effectif un an après. La CPI a donc jusqu'au 27 octobre prochain pour ouvrir une enquête de son propre chef. Passé ce délai, seul le Conseil de sécurité de l'ONU pourra faire appel à l'institution internationale. En bref, le président guinéen Alpha Condé s'est prononcé sur la décision de la Cour suprême du Kenya d'annuler la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta. Selon le président en exercice de l'Union africaine, c'est une décision qui honore l'Afrique et prouve que la démocratie s'installe désormais sur le continent. Il s'est exprimé ce lundi à travers un communiqué après l'annulation vendredi du scrutin présidentiel kényan du 8 août dernier. Le président Condé a également appelé le peuple kényan et les acteurs politiques à la retenue et au sens de la responsabilité dans l'organisation d'un nouveau scrutin présidentiel dans les 2 mois. Au Zimbabwe, le chef de file de l'opposition Morgan Tsvangirai s'est également félicité de cette décision de la Cour suprême du Kenya relative à la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. C'était à l'occasion de la cérémonie qui a consacré le lancement de son alliance politique, le Mouvement pour le changement démocratique. Reportage. Le Zimbabwe aux couleurs de l'alliance du MDC. Le mouvement pour le changement démocratique, porté sur les fonds baptismaux en présence du leader de l'opposition, a fait la part belle au cours de sa toute première sortie aux événements survenus au Kenya voisin. Morgan Tsvangirai s'en réjouit en termes d'un premier historique, en arriver à annuler une élection supposée remportée par un président en exercice. Pour lui, il s'agit d'une décision sans précédent dans toute l'Afrique, un bon pas vers la démocratie. Si cela a pu être possible au Kenya, estime le leader de l'alliance MDC, cela peut donc arriver aussi au Zimbabwe, exulte Morgan Tsvangirai. À 3 reprises, le leader du mouvement pour le changement démocratique a tenté d'accéder à la présidence de son pays, perdant à chaque fois face au président Robert Mugabe au pouvoir depuis l'indépendance du pays. Le MDC fait partie d'une coalition d'opposition formée en perspective de l'élection présidentielle de 2018 afin de battre enfin le président en exercice, potentiel candidat à sa propre succession. À ses partisans, Morgan a déclaré qu'il devrait y avoir dans le pays des réformes claires avant le prochain scrutin afin d'éviter les conflits.
Par le passé, les élections au Zimbabwe ont été marquées par des violences, des intimidations et des accusations portant sur des fraudes électorales et le vote d'électeurs fantômes. Au Kenya, cette fois-ci, le leader de l'opposition et candidat à la présidentielle Raila Odinga a tenu une manifestation à Nairobi. Ceci après l'annulation du résultat de l'élection par la Cour suprême du pays. Un scrutin qui avait donné la victoire au président sortant Uhuru Kenyatta. Voici les images. La crise s'amplifie de jour en jour au Kenya autour de la présidentielle. Le chef de l'État kényan a vertement critiqué samedi la Cour suprême, alors que cette dernière a de façon remarquable annulé sa réélection. Uhuru Kenyatta a également exclu tout remaniement en profondeur de la controversée commission électorale chargée d'organiser le nouveau scrutin d'ici le 31 octobre. Mais Raila Odinga, leader de l'opposition au Kenya, manifeste. Notre mouvement est un mouvement de libération du peuple du Kenya, libération de l'oppression politique et du retard économique. Ils ne sont pas nos leaders légitimement élus. La dernière fois, souvenez-vous, nous étions allés devant les tribunaux et notre demande avait été rejetée. Et nous avions respecté cette décision, même si nous y étions opposés. Le président doit respecter cette décision, même s'il est au pouvoir depuis 4 ans et demi. Pourquoi est-ce qu'ils rejettent la décision de la Cour alors que ce sont eux qui nous ont dit de nous retourner vers la Cour suprême si nous n'étions pas satisfaits du résultat? Le Kenya est un État de droit, une nation sous l'autorité de Dieu. Et donc, il doit y avoir une fidélité à la Constitution et à l'État de droit et un respect de l'ordre divin. Je veux féliciter la Cour suprême du Kenya qui devrait être candidat pour un prix Nobel de la paix. Dès vendredi après-midi, le courage de la Cour suprême a été salué par de nombreux analystes politiques comme un exemple pour le continent africain. Les partisans de l'opposition étaient en liesse, désormais assurés que la justice n'est pas invariablement contre eux. Mais les déclarations du président samedi ont donné le ton d'une campagne qui s'annonce de nouveau âpre et d'une guerre autour de la commission électorale. Au Gabon, l'opposant Jean Ping, qui conteste toujours la réélection du président Ali Bongo, et tous les leaders de la coalition pour une nouvelle république sont désormais interdits de quitter le territoire gabonais. La décision relève d'une mesure administrative provisoire consécutive à un appel à la désobéissance civile lancé par le chef de file de l'opposition. Voici les détails. Un pas de plus de franchi dans la crise qui oppose le régime au pouvoir et Jean Ping qui conteste toujours la réélection au Gabon d'Ali Bongo, exhortant tous ces militants et ceux de la coalition pour une nouvelle république à des manifestations civiques jusqu'au départ du régime au pouvoir. Jean Ping et sa suite se sont mis à dos le gouvernement gabonais qui voit une volonté manifeste de trouble à l'ordre public, d'insurrection, d'appel à la rébellion et à la guerre civile. Toute sortie du territoire national a alors été provisoirement interdite aux concernés. Une mesure administrative avec pour effet immédiat dont ont déjà fait les frais de personnalités gabonaises. Le professeur Albert Ondouossa, ancien ministre et ancien candidat à l'élection présidentielle de 2009, a été empêché de monter à bord de l'avion qui devait l'amener au Cameroun le 27 août dernier. De son côté, l'ancien Premier ministre Kazmi Oyemba et son épouse n'ont pas pu embarquer le 1er septembre à bord du vol Air France à destination de Paris en France. Pour le ministre gabonais de l'Intérieur, la mesure en vigueur n'a pas vocation à durer dans le temps. Lorsque la situation sera devenue normale, le gouvernement avisera. Dans la même veine, le gouvernement gabonais a par ailleurs interdit l'accès aux médias d'État à tous les opposants qui viendraient lancer des appels à la désobéissance civile. Au Sénégal, le président Macky Sall, qui appelle à un dialogue avec l'opposition, reconnaît que des modifications doivent être apportées au système électoral sénégalais et que les forces vives de la nation doivent y être ensemble réfléchir. Cet appel de concertation intervient après les nombreuses critiques formulées par une partie de la classe politique sur l'organisation des dernières législatives. Le Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade a fait savoir qu'il n'acceptera de ces concertations que si plusieurs conditions sont acceptées, notamment un audit indépendant du fichier électoral, mais aussi la création
d'un nouvel organe de supervision du processus électoral et la désignation d'au moins un ou deux membres du Conseil constitutionnel par l'opposition. En Somalie, plus de 10 soldats affiliés au gouvernement somalien ont été tués dimanche. C'est à l'issue d'une attaque de leur base par des combattants islamistes radicaux Shebab. L'attaque est survenue dans le sud du pays. Reportage. Ils sont plus d'une dizaine de soldats affiliés au gouvernement somalien à avoir trouvé la mort dimanche suite à l'attaque d'une de leurs bases. De sources concordantes, les Shebab ont fait exploser un camion rempli d'explosifs contre l'entrée principale du camp afin d'ouvrir une brèche et d'y faire pénétrer des combattants armés. Les Shebab ont momentanément pris le contrôle du camp et sont partis après y avoir mis le feu. Dans un bref communiqué publié sur le site de leur chaîne Radio Andalouse, ils ont eu à revendiquer l'attaque d'une rare violence. Aux dernières nouvelles, la base est désormais de nouveau sous contrôle des forces du Jubaland. La région du Jubaland et sa principale ville côtière Kismayo furent pendant 4 ans une place forte des Shebab qui traitent de substantiels revenus du port. Kismayo avait été reprise en 2012 par des milices locales épaulées par les forces kenyanes. Le port situé à environ 500 km au sud-est de Mogadiscio et la région de Jubaland alentour sont désormais dirigés par un gouvernement local affilié aux autorités fédérales somaliennes. Une coalition qui donne désormais du fil à retordre aux combattants islamistes radicaux Shebab qui ont juré aller jusqu'au bout de leur quête. Hors du continent africain, en Syrie, le groupe État islamique est de plus en plus affaibli. Les forces démocratiques syriennes ont réussi à chasser les djihadistes de plus de 60% de Raqqa, ville qui était sous leur contrôle depuis 2014. Les forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde soutenue par Washington en Syrie, se rapproche ainsi de la zone où sont retranchés les djihadistes. Le groupe État islamique de plus en plus affaibli en Syrie. Les forces démocratiques syriennes FDS ont réussi à chasser les djihadistes de plus de 60% de Raqqa, une ville qui était sous leur contrôle depuis 2014. Les FDS, une alliance arabo-kurde soutenue par Washington en Syrie, se rapprochent donc ainsi de la zone où sont retranchés les djihadistes. Nous avons poussé l'UI complètement en dehors de la vieille ville. C'était un centre stratégique pour eux et où étaient concentrés leurs combattants étrangers. Toutes leurs forces étaient ici. Et ils ont essayé de nous attaquer plusieurs fois, mais nos camarades les ont repoussés. L'alliance arabo-kurde avait effectué début juillet sa percée dans la vieille ville de Raqqa. En moins de 3 mois, les FDS ont réussi à s'emparer de plusieurs quartiers dans le sud, l'est et l'ouest de la ville. Toutefois, ils se heurtent toujours à une farouche résistance des djihadistes au fur et à mesure de leur progression vers le centre. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi.